Bonsoir et bienvenue à notre programme du jour, quand la souffrance conjugale devient un drame. Quand la souffrance conjugale devient un drame. Comprendre, alerter et prévenir. Notre rencontre d'aujourd'hui, c'est pour prévenir les drames, restaurer la lucidité et donner des outils concrets à ceux qui traversent des difficultés conjugales en ce moment-ci. Notre pays est passé ces derniers temps par plusieurs drames. Ça veut dire qu'on est passé au-delà de la souffrance conjugale pour arriver au drame. Pendant que le débat était encore sur la souffrance conjugale, on a fait le saut vers le drame sans transition. Et cela a fait naître aussi des nouveaux challenges diaboliques. J'ai vu sur Internet, le nouveau challenge maintenant, c'est ma photo quand j'étais marié et ma photo maintenant que je suis divorcé. Et je n'ai vu aucune photo dans laquelle la mariée est plus belle que la divorcée. C'est toujours une mariée un peu défraîchie et une divorcée pimpante. Une image fausse. Parce que après le mariage, il y a certes une vie, mais ce n'est pas comme si on n'a jamais été marié. Il ne faut pas mentir ceux qui ne sont pas mariés ou alors ceux qui ne sont pas divorcés. C'est mauvais de leur faire croire que après le divorce, c'est comme si on n'a jamais été marié. On est tous d'accord que la vie après le divorce existe. On va même s'épanouir, on peut s'épanouir. Mais maintenant, présenter l'après-divorce comme la meilleure des vies est un pas que l'on a franchi avec les drames conjugaux qui sont arrivés ces derniers jours. Je suis Roger Fondy, je suis coach et conseiller conjugal chrétien. Je considère comme un privilège de présenter ce programme. Hier, j'étais invité dans une radio-télé, et on discutait du même thème. C'était même avant-hier. Il y avait une femme qui aurait exécuté son mari parce qu'il avait donné de l'argent à son ex avec qui il a fait un enfant. Et elle s'est aussi donné la mort après. À Kribi, on a eu un homme qui a tué sa femme et s'est tué aussi. À Yaoundé, on a une femme qui a tué ses trois enfants et s'est donné la mort à elle-même. Lors de notre émission à la télé, il y a des gens qui essaient de simplifier les choses. Il y a même un qui a dit que c'est un problème d'éducation, cette fille n'était pas éduquée. L'autre a dit que c'est un problème de polygamie. S'il y avait la polygamie, c'est que l'infidélité, les hommes n'auraient pas ce poids-là. On ne prendrait pas ça au tragique. Bref, chacun allait avec sa version. Chacun avait sa conception de l'affaire. Mais il y a une chose que moi j'ai dite, parmi toutes les choses que j'ai dites et que j'ai retenues moi-même, c'est que devant la souffrance conjugale, le divorce n'est pas la première option. Je n'exclus pas le divorce. Jésus lui-même dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis d'écrire la lettre de divorce. Mais je dis, ce n'est pas la première option et c'est trop facile de considérer que la souffrance conjugale doit mener forcément au divorce. Je suis auteur de 21 jours pour son conjoint et de plusieurs autres ouvrages que je vous recommande d'ailleurs. Mon email, c'est roger.fondi@familleaccueil.net. Mon WhatsApp, c'est le plus 237 pour l'indicatif, 697 520 098. Et dans les réseaux sociaux, je suis hashtag Coach Fondi sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur quoi encore? Je ne sais plus. Bon, je ne suis pas vraiment sur X, bien que j'ai un compte là-bas. Le rythme de X, je n'arrive pas à le tenir. Donc, je n'arrive pas à suivre le mouvement. Il est important, au moment où nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui, la souffrance qui devient un drame, de comprendre que chaque fois que la souffrance est ignorée, elle peut devenir un drame. Toute souffrance ignorée peut devenir un drame. C'est pour cela que je considère qu'il faut reconnaître la souffrance. Oui, il y a des femmes qui souffrent profondément.
Je suis coach conjugal, j'entends les femmes, j'écoute les femmes, j'assiste les femmes. Et je vous assure, il y a des infidélités assumées de plus en plus dans notre société. Les femmes galèrent, humiliées au quotidien. Il y a des hommes qui piétinent leurs femmes au quotidien. Il y a des gens qui dominent leurs femmes au quotidien. Il y a des gens qui abandonnent leurs femmes au quotidien. La détresse est intense. J'ai remarqué quand je reçois ces femmes, elles pleurent toujours. Elles te racontent leur histoire, elles pleurent parce qu'elles souffrent. Et notre rôle premier, vous qui me suivez, et nous qui sommes des coachs, c'est que face à la souffrance des autres, il faut avoir une oreille. Il faut valider le ressenti de l'autre. Arrêtez de dire aux gens, oh, tu exagères, oh, tu es capricieuse. Oh, quand quelqu'un souffre, il souffre. Et je voudrais que celles qui souffrent reconnaissent aussi qu'elles souffrent, qu'elles arrêtent de sublimer, qu'elles admettent qu'elles souffrent. Ça, c'est la première chose pour éviter qu'on arrive au drame. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître les limites. Ma chère, il faut que tu saches que dans cette vie, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Une crise conjugale, un combat, une violence conjugale ne devrait pas devenir une tragédie familiale. Aucune situation ne justifie qu'on tue. Aucune situation conjugale ne justifie qu'on se tue. Aucune situation conjugale ne justifie qu'on tue les enfants. Aucune justification, aucune situation conjugale ne justifie qu'on incendie la maison. Aucune. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et on va comprendre pourquoi, malgré sa connaissance de ces limites, les gens arrivent à franchir les limites, à traverser et à arriver au drame. Dans notre procédé aujourd'hui, nous allons parler de la prévention. Comment prévenir? Comment voir si on atteint déjà cette ligne rouge? Si on est déjà en train d'aller vers la mauvaise voie? Si on est déjà dans le mauvais couloir? On va voir comment revenir en arrière avec lucidité. Comment protéger le couple, comment se protéger? Comment créer un espace dans lequel il est permis de parler? Hier, avant-hier, je disais à la radio, beaucoup se donnent la mort parce que personne ne les a écoutés. Mais l'Éternel, lui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui sont abattus. Dieu est près d'eux. Ça veut dire qu'il est conscient de ce que ça veut dire avoir un cœur brisé. Maintenant, voyons comment la souffrance passe d'un conflit conjugal, d'un problème conjugal au drame. Parce que la douleur n'est pas le problème, c'est pas ça le danger. Mais quand devant la douleur, tu commences à t'isoler, tu perds le contrôle, tu n'es plus aligné, là, le danger commence à s'installer. Voici le mécanisme. Première chose, il y a la blessure. Ça peut être l'infidélité. Et je disais au début que aujourd'hui, l'infidélité est assumée par les hommes. Je n'ai pas dit tous les hommes, mais il y a des hommes qui assument leur infidélité chez leur femme. Et j'ai besoin de vous dire que la femme trompée a besoin d'incertitude, pas d'incertitude. Et le fait d'assumer son infidélité la blesse davantage. C'est-à-dire que elle préfère rester dans une espèce de déni où elle n'a pas la confirmation de l'information, pendant que celui qui assume son infidélité la met devant une posture, devant une blessure grave, plus grave que si elle avait des doutes sans en avoir les preuves. Parce que derrière ça, elle voit la trahison, elle voit la comparaison, elle se pose des milliers de questions. Et en général, elle se sent humiliée. Et se sentant humiliée, la souffrance commence à l'intérieur. Et quand cette souffrance a commencé,
les pensées vont commencer à tourner dans tous les sens. Elle imagine tout. Elle va imaginer que c'est parce que tu ne l'aimes pas. Elle va même penser que tu ne l'as jamais aimé. Elle va même imaginer que tu l'as épousé par intérêt. Elle va ruminer plein de choses. Aucun répit. Et face à ce qu'elle rumine, si autour d'elle, elle n'a pas de personnes qualifiées, des personnes qui écoutent, elle va s'isoler. Elle va se retirer de tout soutien. Elle va se retirer. Je vous rappelle, j'accompagne une dame dans mes coachings et j'ai envie de lui faire comprendre sa part de responsabilité dans la décadence de leur relation conjugale, dans le trouble qu'il y a dans son foyer. Et je remarque que cette femme elle résiste à mon processus. Et puis un jour, je reçois une amie qui est aussi coach et elle est psychologue. Et ce jour-là, mon ami l'écoute. Mon ami valide son ressenti. Mon ami confirme ses douleurs. Et quand mon ami part, elle me dit, Tonton Roger, pour la première fois, on m'a écouté. Je me suis senti frustré, mais j'ai appris quelque chose. Il faut écouter les gens. Il faut arrêter d'être des donneurs de leçons. Un chrétien arrive, il te raconte sa douleur. Ce que tu vois, c'est le péché. Tu n'aurais pas dû. Toi-même, tu es un enfant de Dieu. Hein? Tu as tel niveau. Comment tu peux faire ce genre de choses? Où est parti ceci? Où est parti cela? C'est ça qui amène dans la personne à se retirer. Parce qu'elle se dit, personne ne me comprend. Et on ne comprend pas la personne parce qu'elle est pertinente. On peut avoir tort et avoir mal. On n'a pas mal forcément parce qu'on a raison. On peut avoir tort, mais avoir néanmoins mal. Or, le danger quand il s'isole, c'est qu'il déforme la réalité, il n'a pas de contrepoids. Son esprit se balade librement. Et c'est pour ça que il va déformer la réalité. La douleur va l'amener à grossir la réalité, à voir les choses plus graves qu'elles ne le sont véritablement. Et tu vois, cette perception-là devient déformée. Le petit problème, je ne dis pas que l'infidélité est un petit problème, mais un problème qui aurait pu être résolu prend une ampleur aujourd'hui à cause de, des pensées qui ont tourné en boucle, du fait que la personne n'a pas été comprise, elle s'est isolée. Isolée maintenant, elle déforme la réalité. Et qu'est-ce qui va arriver quand les réalités sont déformées? Ce sont des décisions impulsives, des décisions qui dépendent de ses émotions et non de la vérité. Déjà, sa réalité est déformée. Sa réalité n'est plus juste. Donc, forcément, elle va nous amener vers des décisions qui dépendent de ce qu'elle ressent. Des décisions qui sont impulsives. Elle va prendre des choix radicaux comme celle-là, qui s'est tuée. C'est un choix radical. Parce elle atteint un niveau de déprime où elle a l'impression que tout est fini. Elle a l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Et ça va être le drame, le point de non-retour. Lundi, je disais à la radio, une femme qui se donne la mort après avoir donné la mort à ses enfants, ce n'est pas un jeu. Parce que face à la manière dont les gens prenaient les choses facilement, elle est égoïste, vraiment, si une femme qui n'est pas égoïste ne peut pas tuer ses propres enfants et se donner la mort. Je pense qu'il y a un moment où il faut, face à une situation comme ça, se dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simple. Une personne qui se donne la mort en ayant donné la mort à ses propres enfants. Tu connais le lien qu'une femme a avec ses enfants. Elle massacre ses enfants. Ça veut dire qu'elle a atteint un niveau de déprime, de déformation de la réalité, qu'elle prend dans cette décision dramatique, diabolique. Parce que non,
assisté, parce que non accompagné. C'est pour ça que c'est important que, avant que je ne parle de la souffrance qui devient un drame, qu'on compare ou alors qu'on sépare les relations toxiques d'une, d'un conflit conjugal. Parce que beaucoup se trompent là-dessus. Et pour ceux qui sont inscrits en ligne pour ce programme, je leur ai envoyé deux liens qui étaient des tests. C'était un quiz, une test de personnalité. Le premier test, c'était est-ce que tu es dans une relation toxique? Et deuxième, je crois que c'était est-ce que tu vis une relation toxique, quelque chose comme ça. Mais les deux étaient sur les relations toxiques. Certains ont fait le test, d'autres ne l'ont pas fait. Mais c'est parce que j'ai compris que si on ne fait pas la différence là, avec ce qui se passe dehors, les gens vont tout confondre. Ma soeur, mon frère, tu peux avoir une relation dans laquelle il y a un conflit profond, fort, dur, compliqué, violence même, sans que ce soit une relation toxique. Faisons très attention. Ne voyons pas le phénomène de mode et on s'engouffre dedans. Une relation normale peut avoir une crise passagère. Dans une relation normale, on peut avoir un désaccord qui mène à la bagarre, ou on casse même les choses. Dans une relation normale, on peut avoir des défis, des difficultés temporaires, sans que ce soit une relation toxique. On peut avoir une crise, un conflit grave, sans que ce soit une relation toxique. Parce que c'est quoi la relation toxique? La relation toxique, c'est là où il n'y a plus de respect. C'est là où la peur s'installe. Et dans la relation toxique, il y a quelque chose de récurrent. Dans l'autre relation normale, les conflits ne sont pas récurrents. La bagarre là, n'est pas récurrente. Mais dans une relation toxique, il y a l'humiliation qui est répétée. Il y a la manipulation quotidienne. Quand elle n'est pas une manipulation physique, elle est émotionnelle, elle est même spirituelle. On te manipule. Et ta manière de voir les choses, ta manière de penser, ton opinion est toujours minimisée. Une des dames me disait, chaque argument que je donne, on le retourne contre moi. Voilà les éléments qu'on trouve dans les relations toxiques. Il y a un qui a toujours raison et il y a l'autre qui a toujours tort. Il y a l'un qui pardonne toujours et il y a l'autre qui agresse toujours. C'est un peu ça. On va voir un peu ce cycle-là de violence dans la relation conjugale, dans la relation toxique, pour que tu vois, toi qui m'écoutes maintenant, si tu es dans une relation toxique. Parce que dans une relation normale dans laquelle il y a un conflit, dans laquelle on s'est battu, parfois il y a une situation compliquée où l'autre est fâché, l'autre ne te parle pas pendant 2 jours, pendant une semaine. Dans ce genre de relation, tu te sens quand même en sécurité. Tu n'es pas, tu ne trembles pas quand tu dors. Alors que dans la relation toxique, tu ne peux même pas fermer l'œil. Voici le cycle. Parlons quand même du cycle. Peut-être que ça va mieux comprendre. Voici comment fonctionnent les violences conjugales dans les relations toxiques. Ça commence toujours par une phase où tout va bien. La phase, si j'ai mis en 3 phases pour simplifier, mais ceux qui font le coaching avec moi, je leur donne souvent un truc en 7 phases. Première phase, c'est, on va dire, la phase normale, c'est-à-dire le couple se porte bien. Et puis, paf, il y a quelque chose qui déclenche un événement malheureux. Ça peut être que tu as fait une remarque, tu es arrivé en retard, tu as servi à manger, et puis paf, ça devient une violence verbale. Oh, pourquoi tu me fais ce genre de choses? Tu essaies de dire, non, chérie, vraiment, voilà, tu m'appelles même chérie alors que tu fais des bêtises. L'explosion arrive. Ça peut être verbal, ça peut être physique, l'humiliation, les menaces. On peut même te tordre le bras, te tabasser, te faire de la violence. Violence de toutes sortes, hein. Il y a des gens qui n'ont pas dans leur toxicité des violences physiques, mais qui ont une violence verbale que tu prierais même
que tape-moi au lieu de me dire ce que tu me dis là. Donc, on a cette phase-là où la personne explose, cause des gaffes, fait l'irréparable. Et puis, comme l'autre s'enferme pour ce qu'il a subi, pour être tranquille, pour être en sécurité, s'enferme, il va donc aller vers lui. C'est ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Il va s'excuser, faire profil bas, faire des promesses, des cadeaux. Il va pleurer même. Il va montrer que vraiment, on lui a fait ça au village. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Et puis l'autre va se réconcilier. L'autre va lui accorder une nouvelle chance en se disant, mon chéri m'aime beaucoup, mais il lui est arrivé quelque chose qu'il n'a pas compris lui-même. Il lui accorde une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance-là, la personne va donner l'impression d'avoir repris ses esprits, sauf que quelque temps après, la moindre chose l'irrite et le phénomène reprend à zéro. Ça peut arriver une fois dans votre couple, ce que je viens de décrire, ça peut arriver deux fois. Mais quand vous vous rendez compte que c'est un mécanisme qui se répète dans votre couple, que c'est comme ça que vous fonctionnez, alors vous êtes dans une relation toxique, où il y a quelqu'un, il fait la violence, il s'excuse, et puis on le restaure, il fait une fausse repentance et il refait la même chose. Même cycle, même cycle. C'est ça le cycle de la violence. Mais maintenant que vous avez compris ça, j'imagine donc que vous comprenez si votre relation est toxique en ce moment-ci ou si c'est simplement une relation normale dans laquelle il y a des crises. Mais en général, vous verrez que la personne qui arrive au drame là, en général, est dans une relation toxique. La personne qui arrive au drame, là, il n'y a pas une relation normale où tout le monde est tranquille et puis un matin, tu apprends que ta femme s'est pendue. Ou bien vous êtes dans une relation tranquille et puis un jour, tu apprends, tu vas au travail et au retour, tu trouves que ta femme a mis le feu dans la maison. Non, c'est jamais ça. C'est qu'il y a une relation toxique. En général, il y a une relation toxique et c'est la toxicité là qui mène au drame, qui amène l'autre vers la ligne rouge. Parce que la souffrance de celui qui subit ce cycle-là, parce qu'il y a, dans ce cycle-là, il y a celui qui exécute le cycle et il y a l'autre qui subit le cycle, qui subit le cycle. Dans cela, la personne qui subit commence à ruminer des choses, commence à développer des pensées négatives. Et c'est pour cela que pendant que nous sommes ensemble, je voulais que tu comprennes qu'il y a des signes qui peuvent te montrer que tu es déjà en train d'entrer dans la ligne rouge. Tu es en train de déjà de prendre le chemin qui mène au drame. Tu es en train de prendre le chemin qui mène au drame. C'est quoi ces éléments-là? Première chose, les signes intérieurs. Tu commences à ruminer sans arrêt les mêmes choses. Je vais le faire mal. Il faut que je me venge. Tu commences à sentir qu'il y a quelque chose que tu dois poser comme acte à ce monsieur-ci. Tu dois lui faire une chose qu'il ne va jamais oublier. Tu dois lui faire quelque chose. Tu vois, tu rumines à l'intérieur des choses. Il faut vraiment qu'il sente ce qu'il me fait. Ça t'empêche de dormir. Tu peux m'avoir les cernes aux yeux, tu as le sommeil troublé, tu dors, tu te retournes, tu n'as même plus d'appétit. Et on va constater que tu t'isoles de plus en plus. Tu es pensive, tu es pensive, tu es pensive. Et j'ai remarqué, ce genre de personnes-là, ces pensées ne peuvent même pas être des pensées sympas, c'est des pensées extrêmes. Parce que étant maltraité, les seules choses qui lui viennent à l'esprit, c'est des choses pour sortir de cette situation de manière violente. Et tu commences à penser à poser un acte radical. En disant, il faut que je pose le dernier acte, même si ça me mène à la mort, mais que je pose ce dernier acte. Une dame que je rencontre une fois, c'est un jeune ami qui m'appelle et il me dit, j'ai une dame que je vais te présenter. C'est très important. Tonton Roger, quoi que tu sois en train de faire, reçois-la. Alors je lui dis, moi je suis déjà sorti du bureau, on peut se retrouver quelque part, on prend un verre et puis on en parle. Il me dit, OK, on se donne rendez-vous dans un, on appelle ça un after work. Et il me laisse avec la dame.
Je lui dis, c'est toi l'expert, discute avec elle. Je reste avec la dame, j'essaie de la mettre à l'aise. Je lui dis, tu bois quoi? Elle me dit, elle ne boit rien. Alors moi, je commande, je dis, donnez-moi deux bières. Et elle me sourit en disant, mais tu buvais deux bières en même temps. Alors je lui dis, non, je ne bois pas deux bières en même temps, mais je voulais t'arracher un sourire. Je voulais faire quelque chose qui peut t'obliger à regarder autre chose que ce que tu as dans ton cœur. Et c'est passé. Et elle m'a raconté son histoire. Naturellement, quand une personne me raconte son histoire dans le coaching, quand je viens la raconter comme je raconte sur Internet, je la dénature. Ni, ni le lieu, ni le genre d'histoire, ni les personnages complètement dénaturés. Donc, on a vu, je n'ai même pas à chercher à savoir qui ça peut être parce que tout est dénaturé. Alors, elle est quelqu'un qui fait le business. Elle va à Dubaï. Elle a un bon business qui carbure. Et elle fait la rencontre d'un homme dont le business est en train de s'écrouler. Il est gravement malade, son business s'écroule. Et il perd tout. Son épouse le quitte. Il est gravement malade et il veut relancer son affaire. Il cherche un partenaire qui peut l'aider, il ne trouve pas. Et il fait la rencontre de cette jeune femme-là qui le voit avec beaucoup de compassion, l'aime. Ils se promettent beaucoup de grands projets. Elle met son argent dans le projet du monsieur, beaucoup. Son projet à elle-même commence à boire l'eau, comme on dit souvent. Mais elle se dit, si mon projet boit l'eau que celui de mon mari, mon futur mari prend, on sera plutôt tranquille. Et c'est ainsi que le projet de son mari en question se développe vraiment. Elle est donc dans une perspective où bientôt on va l'épouser. Bientôt on va l'épouser. Mais pendant qu'elle est à Yaoundé en pensant que bientôt on va l'épouser, une personne lui envoie une photo de son gars qui a doté une fille au village. Il envoie la photo que voilà le A1, la photo du gars qui a doté une fille au village. Il essaie de recontacter son gars, le contact est brisé, le gars devient réticent, il ne veut plus la sentir, des trucs comme ça. Et elle décide donc que je vais le finir et me finir moi-même. Je vais le finir et me finir moi-même. Et elle en parle, parce que ça la chauffe. Elle en parle donc au gars là, en lui disant, tu vois ce que ton ami m'a fait, tu vois ce qu'il m'a fait, tu vas entendre ce qui va se passer. Je vais partir, nous deux, nous allons partir une fois de ce monde. C'est comme ça que mon ami l'interrompt donc et me met en contact avec elle. Nous avons une longue discussion, nous travaillons quelques jours et j'arrive à déconstruire cette idée de son esprit. Et en réalité, quand tu vois les signes personnellement, tu devrais très rapidement te dire, hey, il faut que je bouge d'ici. Et c'est pour ça qu'au niveau des signes comportementaux, euh, toi qui es en face de la personne, tu peux voir ces signes et te dire, ma copine ou mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie là. Il faut peut-être que je lui donne un coup de main. Et même toi-même qui as ça, maintenant que tu es au courant de ces signes comportementaux, tu peux très rapidement te dire, je suis peut-être en train de glisser déjà vers une voie qui n'est pas bonne. Premier signe, surveillance obsessionnelle. Fouille le téléphone, fouille les poches, envoie même des détectives. J'ai une dame qui a même mis des détectives sur son mari. Le gars à Douala, il y a des détectives. Il arrive à Bafoussam, il sent qu'il est poursuivi. Des détectives pour voir ce qu'il fait. Pour voir ce qu'il fait. Colère incontrôlée. C'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, tu te demandes que mince, c'est seulement parce qu'on a mangé, on a laissé les plats sur la table que toute la soirée, si quelqu'un ne va plus respirer, tu as des petites choses comme ça où tu es toujours dans la bagarre, hein, comment on dit ça? Toujours en train de vouloir bagarrer, toujours en train de vouloir donner les coups. Tu as des signes comme ça qui peuvent te montrer que tu n'es plus en bonne voie. Quand dans ton cœur, ma soeur qui me regarde maintenant, le discours de vengeance est ce qui te revient le plus, tu es en mauvaise voie. Oui, quand la douleur commence à diriger tes décisions, tu es déjà en zone rouge.
Quand tes décisions ne sont plus rationnelles, mais dirigées par ta douleur, quand tes décisions ne dépendent plus d'éléments concrets, d'éléments de quelqu'un qui a réfléchi, mais dépendent plutôt du mal que tu as, de la douleur que tu ressens, à ce moment, ma soeur, tu es en zone rouge. Tu es en plein dans le couloir rouge. Tu es en train de sombrer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je te dis trois petits gestes à faire du coup. N'attends pas 2 minutes. Trois petits gestes. Première chose, parle. Parle. N'aie pas honte de parler. Parle. Je préfère une personne qui a parlé et qui est restée vivante à quelqu'un qui n'a pas parlé et qui est mort. Parfois, on dit, ah, quand je parle, tout le monde rejette. Effectivement, tout le monde n'est pas à ta place pour comprendre ce que tu vis. Tout le monde n'est pas qualifié pour comprendre la profondeur de ta douleur. Ta douleur peut paraître même capricieuse pour d'autres. Quand je vous dis que j'étais à l'émission lundi, effectivement, il y a des gens qui trouvaient ça capricieux. Est-ce que c'est la première fois qu'on trompe une femme? Hein, tu vas tuer les enfants parce qu'on t'a trompé. Ça, c'est vraiment, c'est l'égoïsme, tout ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la douleur que quelqu'un peut avoir. Je n'ai pas dit que cette douleur est liée au fait que on l'a trompé. Quand, par exemple, on me raconte l'histoire de la fille qui a tué son mari parce qu'il a donné de l'argent à son ex avec qui il a un enfant. Et on veut me convaincre que c'est une fille qui a des problèmes d'argent, c'est une fille cupide. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la connexion de son mari avec cette femme. Ce n'est pas un problème d'argent. Tu peux m'aller vérifier et voir qu'elle avait un plus d'argent que lui. Ce n'est pas forcément lui qui avait beaucoup d'argent. Et donc, dans ce genre de cas, si tu sens que tu es déjà en ligne rouge, que tu commences à ruminer le mal, brise le silence. Non, parle à quelqu'un. Tu n'as pas d'argent pour aller chez un professionnel, va chez un mentor spirituel. Va pleurer chez lui. Pleure vrai, vrai. Cherche quelqu'un de mature, hein. Je ne veux pas des petits, il y a des petits mentors là, tu lui dis quelque chose, ce sera la prédication du dimanche prochain. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des personnes mûres, matures, qui peuvent t'écouter, pleurer avec toi et t'aider à te relever. Oui, il faut chercher un véritable accompagnement. Parce que quand tu t'isoles, les pensées négatives aussi s'amplifient. Tu t'isoles, les pensées négatives s'amplifient. Je vous raconte une fausse histoire. Ça ne, c'est pas exactement ça, mais ça permet de comprendre les effets de l'isolement. Je travaille dans un projet comme chef de projet informatique et nous avons une vingtaine d'ingénieurs de haut niveau dans un projet qui est important pour la République. Et on paye une grosse prime à tous les ingénieurs et c'est moi qui vais chercher de l'argent en espèces à la banque. Et c'est beaucoup de millions. Et je n'avais jamais tenu autant de millions entre mes mains. Je prends l'argent à 17 heures à la banque. Donc, il n'y a aucun endroit où je peux garder cet argent. Je suis obligé d'amener l'argent chez moi. Je garde l'argent dans mon amour à la maison. À 2 heures du matin, je perds ma paix. À 2 heures, je commence à imaginer tout ce qui peut arriver. Je me dis, et si on m'a filé à la banque? Et si, les idées s'amplifient dans ma tête. Et l'une des idées qui me vient à l'esprit, c'est de démarrer ma voiture et aller garder l'argent au bureau. Et je suis dans un quartier où, pour sortir même du portail, on peut m'agresser là. Mais j'ai l'impression que c'est la solution. Sortir, aller déposer de l'argent. Sauf que, Dieu merci, il me rappelle que j'ai un ami qui est colonel et que je peux appeler pour lui poser le problème. J'appelle mon ami parce que je suis vraiment paniqué. Je lui pose le problème et il me dit, Roger, dors. Il y a des troupes qui circulent dans ton quartier, n'aie pas peur. Mais s'il y a le moindre bruit, tu me bipes, je gère l'affaire rapidement.
et j'ai pu dormir. Mais j'ai pu dormir parce que j'ai parlé à quelqu'un. J'aurais pu sortir avec ce tas de millions malgré à l'entrée de chez moi. L'isolement amplifie les mauvaises pensées. Le seul fait que tu parles à quelqu'un, c'est pour ça, par exemple, que nous avons souvent les groupes de couple. Parce que dans les groupes de couple, on tient une réunion de couple, il y a un couple qui raconte sa vie, les difficultés qu'il rencontre et comment il les gère. Ta femme et toi, ou ton mari et toi, vous écoutez, vous vous taisez seulement, vous vous dites seulement que vous êtes capricieux. Parce que vous voyez des gens qui vivent des situations plus graves que les vôtres, mais qui s'en sortent et qui gèrent ça de manière plus, plus rassurée, plus tranquille. Ils sont même épanouis malgré cela. Alors que quand tu t'isoles, les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, cherche quelqu'un de fiable. Dis-lui, je suis en ligne rouge. Je ne suis pas bien. C'est ce que la femme l'a profité. Aujourd'hui, elle est cool, hein. L'autre s'est mariée avec l'autre femme. Elle a relancé ses affaires et tout. Elle est cool. La grâce qu'elle a eue, c'est que elle a parlé à quelqu'un. Un ami pasteur me disait que, ah, il faut aussi parler à la bonne personne. Oui, parle à la bonne personne. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour t'écouter, sans te juger, mais en t'aidant à mieux comprendre la situation, à mieux concevoir la situation, à mieux évaluer la situation. Un, tu brises le silence. Deux, tu appliques la règle de 72 heures. Face à une décision que je dois prendre, je me donne 3 jours. 3 jours. Je dis, il me faut 3 jours avant de décider. Et je me dis, pendant les 3 jours, je vais prier, je vais parler aux gens. Et en réalité, la règle de 72 heures, là, au troisième jour, tu n'es plus dans le même état que le jour où tu as pris la première décision. Parce que dans la déprime, il y a souvent ton cœur est gonflé. Vraiment, il faut parler aux femmes, vous allez entendre. Ton cœur est gonflé. Ça, tu as envie de prendre le pilon et écraser sa tête avec ça. Oui, parce qu'il y a des douleurs que les femmes subissent. Oui, je travaille avec les femmes subissent des douleurs. Et Dieu leur a donné quelque chose. La femme pardonne, reste avec son mari. Là où l'homme ne pardonne pas. Là où l'homme dit, sors de ma maison. Une femme peut garder facilement l'enfant adultérin de son mari. Très peu d'hommes acceptent de garder l'enfant adultérin de leur femme. C'est même pas concevable. Donc, applique la règle de 72 heures. Dis-toi toujours une mauvaise décision comme celle-ci. Enfin, ce ne sera pas une mauvaise décision dans ton esprit, mais une décision comme celle-ci, je reporte de 3 jours. Je ne la prends pas tout de suite. La dame de Colbison, oh, la jolie petite dame, là, avec ses 3 enfants, 3 millions d'enfants, si elle avait dit à quelqu'un ce qu'elle va faire et qu'elle s'était donné 3 jours, ce ne serait pas arrivé. Moi, j'ai même dit que le jour où elle a tué ses enfants-là, si 1 heure avant, elle avait parlé à quelqu'un de bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle aurait reconsidéré les choses. Et peut-être ce ne serait pas arrivé. Troisième chose qu'elle n'a pas aussi faite, c'est de sécuriser son environnement. Parfois, on est obligé de séparer les conjoints parce qu'ils peuvent s'entretuer. J'ai dit séparer, je n'ai pas dit divorce. Séparer de manière temporaire. Prends une distance. Je peux proposer que laisse ta femme aller, je ne sais pas, à Kribi seule avec les enfants. Ou bien toi, va à Limbe seul. Donne-toi quelques jours de méditation. On travaille ensemble sur ça, 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 ça. Tu crées une petite, comment on va dire ça? Une petite distance qui te permet d'évacuer tout ce qui est déjà accumulé. Parce que comment on dit ça? Le souffle et tout ça, c'est déjà accumulé tel que dès qu'une bûchette d'allumette va arriver, ce sera simplement l'explosion. Et donc, c'est le moment de dire on sécurise l'environnement. On va mettre les enfants en dehors de ça. Si tu sens que ta tension est en train de monter, tu n'arrives même plus à gérer tes enfants, tu appelles ta soeur ou ton frère, tu dis, garde-moi mes enfants là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, j'ai besoin de me remettre. Encore que certains vont te dire même que ils ont besoin de leurs enfants pour, euh, pour s'en sortir. Donc, 3 choses. Un, parle, 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 parle. N'aie pas peur de parler. Je préfère que les gens se moquent de toi pour ce que tu avais dit, mais tu es vivante, tu peux le corriger, que d'être morte parce que tu avais honte de ce que les gens diraient de ce que tu as dit. Deux, règle de 72 heures.
Toute décision dure là, 72 heures. 3, sécurise ton environnement. Si tu sens que c'est en train de monter, c'est en train de monter dans ton cœur, la colère est en train de monter, la douleur est en train de t'amener à prendre une décision qui va détruire, une décision radicale, irréversible, fuis l'endroit, fuis l'endroit. Même si c'est lui qui te poursuit, toi fuis. Fuis l'endroit, dis que je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Maintenant, comment donc prévenir? Parce que ça, c'est les gestes quand tu es déjà en ligne rouge. Mais comment éviter d'aller à la ligne rouge? Comment prévenir ce genre de drame? Pour éviter le pire, il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Il faut reconstruire. C'est un chemin qui demande du temps. Vous voyez que moi, je ne dis pas que pour éviter le pire, il faut divorcer. Le divorce est une option que je ne mets pas en premier lieu. Parce que le divorce fait partie des options quand on veut se reconstruire. Mais on peut se reconstruire étant au même endroit. Ça dépend de l'ampleur et d'un certain nombre de facteurs qu'on ne peut pas décider d'avance sans connaître la situation. Je ne peux pas être en dehors sans avoir discuté avec les conjoints, dire que le divorce est votre solution. C'est même prétentieux. Se reconstruire prend du temps. Ça nécessite de la patience et ça nécessite d'être accompagné. Accompagné. Première chose, les femmes perdent souvent leur estime personnelle. Si mon mari m'a trompé, ça veut dire que je ne vaux rien. Tu ne vaux pas la trahison. Tu es au-dessus de la trahison que tu as subie. Ton identité n'est pas définie par la trahison. Ce n'est pas le fait qu'on t'a trompé qui te définit. Tu n'es pas défini par ça. Bien au contraire, ton mari qui t'a trompé se définit par son acte-là. Mais toi, tu ne peux pas être assise à la maison et être défini par l'acte que quelqu'un d'autre a posé, qui est un acte condamnable. Donc, le premier travail qu'on fait souvent, c'est d'aider quelqu'un à restaurer son intimité, son estime personnelle, parce qu'il ne se prend plus pour quelqu'un, il ne se prend plus au sérieux. J'ai travaillé avec une comme ça, elle s'était laissée aller. Elle était devenue ce qu'on appelle au Cameroun une jouksa. C'est-à-dire que la tête, vraiment, elle s'était laissée aller. Parce que pour elle, c'était que c'est fini. Elle ne vaut rien. Elle est perdue. Il faut séparer la trahison que tu viens de vivre avec ta valeur. Tu n'es pas responsable de ta propre humiliation. Parfois, je dis même que c'est toi tu es en train d'acheter un problème parce que qui est même le coupable dans l'affaire? Ce n'est pas toi. C'est ton conjoint qui est coupable. C'est lui qui a posé l'acte coupable. Mais c'est toi qui souffres. Lui, il dort, il ronfle. Il dort, il ronfle. Tu n'arrives pas, toi, tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu ne sais pas par la trahison de ta propre valeur. Tu n'es pas la trahison. Elle ne te définit pas. Elle ne te définit pas. Quand je reviens au cas de la dame de Colbison, j'ai toujours mal au cœur en disant, ne mettez pas vos enfants dans vos affaires. Ne les mettez pas au centre de vos conflits. Vous les mettez au centre de vos conflits quand vous commencez à les discuter. Quand vous commencez à vous disputer devant eux. J'ai même vu des cas où les enfants se mettent à pleurer parce que les parents se disputent. Vous ne savez pas quel trouble émotionnel vous leur apportez. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ont expérimenté ça dans la vie de leurs parents. Et il y a aussi des jeunes qui développent, comment on appelle ça, la violence parce qu'ils ont vécu la violence de leur père. Et ils ont fini par croire que c'est ce qui est bon pour eux. Ma soeur qui m'écoute, il y a des choses qui nécessitent beaucoup de temps. Ne sois pas pressé. Quand je vois les jeunes filles qui se tuent, en général, elles ont dans les 35 ans. Tu ne vois même pas une femme de 60 ans là qui a dit que je vais me tuer parce que je me suis rendu compte que pendant 5 ans,
50 ans, mon mari m'a trompé. Non, c'est des jeunes. À peine 10 ans de mariage. Après 10 ans de mariage, quelqu'un peut changer radicalement. C'est possible. Ne vous laissez pas entraîner par les décisions hâtives. Ne soyez pas pressé de prendre une décision. Travaillez surtout pour être à la hauteur des objectifs que vous avez pour votre vie. Travaillez pour être à la hauteur de ces objectifs-là. Il y a un genre de femme avec qui j'ai travaillé. On dit qu'il se rit de la vie. C'est-à-dire que euh, les infidélités de son mari, les moqueries des uns et des autres ne lui font aucun effet parce qu'il n'entre pas dans la définition de sa valeur, dans la définition des objectifs qu'elle a pour sa vie et pour la vie de son couple. Et elle est bosse pour avancer dans ce sens-là. Donc, l'infidélité est une blessure. On ne va pas nier ça. Mais le drame est une décision. L'infidélité n'est pas une sentence de mort. Mais nier que l'infidélité fait mal, c'est être malhonnête. Lundi à la radio, j'ai répété aux gens là, commencez par dire que son mari l'a trompé. Parce que vous passez trop vite là-dessus. Vous passez trop vite sur l'infidélité du mari pour critiquer les actes de la femme. Reconnaissez que le mari a d'abord mal fait. S'il n'avait pas mal fait, est-ce qu'on en serait arrivé là? Il est à l'origine de ce qui s'est produit. Ce n'est pas lui qui a posé l'acte extrême, mais c'est son acte à lui qui a créé les conditions pour que l'acte extrême arrive. Je condamne cette dame parce que son acte qu'elle a posé est diabolique. Le diable s'est saisi de la situation conjugale et l'a amené à poser un acte grave, un acte extrême. Mais ça ne va pas m'amener à dire que l'infidélité est relative. L'infidélité est une blessure qu'on inflige à son conjoint. Ce midi, j'ai posté sur mon statut, un homme peut vous trahir, mais vous ne devez pas vous trahir vous-même. Vous dites que je ne vais pas me donner la mort parce qu'un homme m'a trompé, parce que je n'aurais pas compris le sens de la vie. Je n'aurais pas compris. Madame, tu mérites mieux. Tu mérites mieux que la vengeance. Tu mérites mieux que le désespoir. Oui, je reconnais ta souffrance, mais ta vie a plus de valeur que ta souffrance. Je reconnais ta souffrance et tes enfants ont besoin de toi. Même dans ta détresse, Dieu t'aime. Peut-être qu'on t'a jamais dit ça. Même dans la détresse la plus grande, tu as l'amour de Dieu avec toi. Parfois, il faut te souvenir de cela. Se donner la mort, c'est comme nier la présence de Dieu dans ta vie. C'est comme donner à ton conjoint le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Il fait bien, tu vis. Il fait mal, tu meurs. C'est trop lui donner de pouvoir. C'est trop de pouvoir lui donner. C'est pour ça que maintenant que nous sommes en train d'avancer, nous arrivons au terme de notre rencontre de ce jour. Je voulais te demander de passer à l'action. Maintenant, pas demain. Tu es dans une situation similaire. Tu as une amie qui est dans une situation similaire. Tu as un proche qui est dans une situation similaire. Cherche de l'aide. Maintenant, pas demain. Un coup de fil cette nuit-ci peut changer sa vie. Cette nuit. Demain matin, tu peux trouver qu'elle est morte. N'attends pas que ça aille mieux. Maintenant. Si c'est ton cas, cherche de l'aide maintenant. Ne te dis pas, je laisse le temps pour respirer un peu. Quand ce sera, je vais chercher de l'aide. Cherche de l'aide maintenant. Il y a des gens qui sont prêts à t'écouter, à t'aider, sans rien te demander. Ne mettez pas toujours l'argent devant. Parce que si on devait monétiser l'aide
que Dieu apporte aux gens au travers de nous, ils seraient incapables de payer quoi que ce soit. Nous réclamons souvent ce que je vais appeler une espèce de motivation pour nous assurer que la personne est sérieuse dans ce qu'elle entreprend. Parce que quand la personne n'est pas sérieuse, elle vous perd le temps. Or, il y a des gens qui veulent de l'aide, qui veulent de l'aide. Un, si ton cas est similaire, proche, c'est maintenant qu'il faut demander de l'aide. Maintenant. Si je suis parmi les gens à qui tu penses quand tu penses à l'aide, sache que mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Il n'y a pas une heure où mon téléphone est fermé. Il y a une heure où moi je dors. Mon téléphone est toujours ouvert. Tu peux poster un message, tu peux laisser un voice, tu peux me laisser une vidéo. Quand je me réveille, je vais te répondre. Deuxième chose, fais tous les efforts pour rester lucide. Ne laisse pas ta douleur diriger ta décision. C'est pour ça qu'il faut apprendre à pleurer. Tu pleures un bon coup. Et maintenant, tu deviens lucide. Tu reviens, tu dis, OK, maintenant que j'ai pleuré, qu'est-ce que je fais? Et si tu me poses la question, qu'est-ce que je fais? Je vais te dire, reste en vie. Reste en vie. Tu as encore des histoires à écrire. Dieu a encore une grosse mission pour toi. Reste en vie. Dieu ne t'a pas laissé vivant pour que tu te tues toi-même. Reste en vie. Le mariage n'est pas la fin. Le mariage n'est pas la fin. Pour certains, ça nécessitera une séparation. Pour d'autres, ce sera un divorce, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais reste en vie. Reste en vie et protège tes enfants. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, tu te reconnais là-dedans, ne reste pas seul dans cette douleur-là. Il y a de l'espoir, il faut parler. J'insiste dessus, il faut parler. Il faut parler. Parce que derrière les souffrances conjugales, et c'est là où je vais chuter pour la fin aujourd'hui et passer aux questions, derrière les situations, les souffrances conjugales, il y a quelque chose aussi qui est important à voir. Ce sont des femmes qui ont oublié leur valeur. Beaucoup de femmes qui souffrent dans leur couple ont oublié leur valeur. Derrière la souffrance conjugale se trouve une femme qui a oublié sa valeur. Et elle a oublié sa valeur, pourquoi? Parce que les épreuves de la vie, un certain nombre comment on va dire ça, d'agressions du mari, de la société, l'ont fait, l'ont amené à oublier qui elle est, à oublier sa valeur. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que, à partir de dimanche, j'organise un challenge, un challenge pour aider les femmes à se repositionner comme femmes. J'ai appelé ça devenir une épouse. Devenir une épouse. Challenge de 7 jours pour que tu te reconnectes à la femme que Dieu a créée. Pour que tu redeviennes une femme qui a de la valeur en 7 jours. Premier jour, qui es-tu? Prends conscience de ta valeur. Deuxième jour, affirmation personnelle avec confiance. Troisième jour, nourris ton esprit, ton âme. Quatrième jour, prends soin de toi sans culpabilité. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont honte de prendre soin d'elles. Prends soin de toi sans culpabilité. Cinquième jour, élève une autre femme. Oui, oui. En travaillant dans la vie d'une autre femme, tu travailles dans ta propre vie. Sixième jour, objectif audacieux. Septième jour, célèbre la femme que tu es devenue. Alors, c'est un mini-coaching commence dimanche pour 7 jours, du 1er au 7 mars. La fête des femmes, c'est le 8 mars. Et durant toute la semaine, il y aura beaucoup d'événements dans les sociétés et tout, dans la société. Mais nous, chaque 20 heures, il y aura un atelier pratique sur un des thèmes que j'ai cités là. Le dimanche, ce sera prendre conscience de ta valeur. Mais ce n'est pas tout. Ce sera dans un mini-groupe, un petit groupe de
environ 25 femmes. On ne fait pas un truc dans un groupe trop large, un petit, tout petit groupe. Donc, tu as intérêt, si ça t'intéresse, de te connecter maintenant au lieu d'attendre la fin quand j'aurai fermé le groupe. Mais ce n'est pas tout ce que je fais pour cette semaine-là, pour ces 7 jours. Ce que je fais dans les 7 jours, c'est que je t'offre un mini coaching personnalisé. Dès que tu t'inscris, je t'envoie une liste de 13 mini coachings. 13 mini coachings et tu choisis celui qui correspond le plus à ton besoin actuel. Et je t'accompagne pendant les 7 jours-là dans ce mini coaching de 7 jours. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Et j'ai dit, je ne vais plus faire ça sans que quelqu'un paye quelque chose. Parce que quand tu dis que c'est gratuit, les gens viennent lundi, ils ne viennent pas mardi, l'autre vient mercredi, il ne vient pas jeudi, et ils te réclament des replays, je veux le replay, je veux le replay. Non, l'investissement ici, c'est 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA. Je n'ai pas évalué ce que ça me coûte, mais je me suis dit, si vous contribuez 25 000 chacune, ça pourra payer la charge en termes de matériel qu'il faut pour organiser ce genre de programme. Voilà mon numéro WhatsApp. Vendredi, on aura clôturé avec les inscriptions. Donc, je voulais partager ça aujourd'hui avec toi pour dire, tu peux te réaligner malgré ce que tu vis aujourd'hui. Première chose, tu as mon numéro de téléphone. Ce soir, tu peux te connecter à moi. Demain, tu peux appeler. Si devant toi, tu n'as pas de personnes fiables à qui tu peux partager, tu peux partager avec moi ce que tu vis actuellement. Deuxième proposition que je te fais, c'est ce challenge de 7 jours du 1er au 7 tous les jours à 20 h. 20 h, 21 h, discussion 30 minutes. 20 h, 21 h, discussion 30 minutes. Et toute la journée, je suis ouvert pour discuter avec toi de ton mini coaching que tu auras choisi toi-même. Chacun choisit un seul mini coaching, pas les 13. Vous allez voir que j'ai détaillé beaucoup dans les mini coaching. C'est parmi ces mini coaching que tu vas choisir le tien. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as compris, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde de ne pas sombrer vers le drame, quel que soit ce que tu vis actuellement. Je suis Roger Fondi, coach et conseiller conjugal chrétien. Merci vraiment d'avoir été à l'écoute. Maintenant, on va se donner quelques minutes pour échanger ensemble, pour prendre quelques questions, réponses. On va commencer par Diane qui a levé la main depuis. Merci Diane, j'arrête déjà l'enregistrement.